Décidément, rien n'y fait. Même en pleine semaine, le Monte-Carlo attire toujours autant de monde. Un Monte-Carlo sans neige, ou presque, attend les 186 équipages. La première étape est constituée de 6 spéciales ardéchoises, rendues très difficiles par le redout. Quelques plaques de glace subsistent encore dans les spéciales. La grosse surprise a pour nom Mitsubishi. Armin Schwarz, avec un choix de pneus osé, Translick, s'installe en tête et démontre le progrès réalisé par l'équipe nippone. Auriol et Delecourt suivent en embuscade à quelques secondes, mais le bouillant pilote allemand récidive dans la deuxième spéciale, la souche col du pendu, où il atomise tous ses adversaires. Tenez-vous bien, il laisse Jimmy Macrae à 21 secondes. Kankkunen à 23 secondes. Niki Biasion à 25 secondes. Carlos Sainz à 28 secondes. Auriol 29 secondes. Et François Delecourt à 37 secondes. Le rallye va-t-il voir une domination des jeunes pilotes ? Surtout que Bruno Thierry, le Belge, nouvelle recrue chez Ford, ne s'en sort pas mal du tout. Sympathique retour des Renault au Monte-Carlo, où Jean Ragnotti et Alain Oreille embrasent les foules avec leur Clio Williams. Angoupen, gros ennui pour Christophe Piliotis qui perd près d'une minute, problème de turbo sur sa Lancia. Il laisse donc le commandement à Pierre-Manuel Jeuneau. Puis Grenier signe le meilleur temps dans la souche, alors que Jejous Pourras, en slick, perd le bénéfice de sa seconde place de groupe. Il est presque encore l'heure du pastis lorsque les premiers concurrents s'élancent dans la plus célèbre spéciale du Monte-Carlo, le Burzet. Célèbre également pour ses coups de théâtre, puisque les deux premiers du classement général, Armin Schwarz et Jimmy Macrae, vont à la faute et perdent respectivement 16 et 38 minutes. Auriol pulvérise le record. Il prend la tête du rallye. François Delecourt, pourtant à l'attaque, va lui concéder 9 secondes. Ce qui donne au classement général les deux Français qui encadrent Juha Kankkunen. Didier Auriol n'est pas resté longtemps leader de l'épreuve, puisqu'il est sorti dans Saint-Bonnet-le-Froid. Après l'abandon du pilote Toyota, c'est donc François Delecourt qui rentre à Valence au terme de cette première étape, avec 22 secondes d'avance sur Carlos Sainz et 25 sur Juha Kankkunen. Complètement incertaine, et ce soir ça fait une Ford et François Delecourt en tête, tant mieux pour nous. Ford peut être content, 3 voitures aux 5 premières places avec Biasion et Thierry. Sixième, la seule Mitsubishi qui reste en course pour la victoire, c'est celle de Kenneth Eriksson à 3 minutes 29 de François Delecourt. Derrière, on retrouve les Clio d'Oreille et Ragnotti, séparés seulement par 18 petites secondes. Angoupen, Pierre-Manuel Jeuneau se contente de maintenir ses poursuivants à distance respectable. Le deuxième, l'Espagnol Pourras, est déjà à plus de 3 minutes, talonné par le régional Jean-Paul Aimé. Toujours Angoupen
peine, mais cette fois-ci en classe 3, Eddy Mercier domine, mais reste cependant à portée de Richard Fro, qui pilote lui aussi une Clio. Plus loin, on trouve Pascal Lombard, légèrement retardé dans la spéciale de la Souche. En classe 2, Grimaud creuse l'écart avec un avantage de 5 minutes sur Autran. Lui-même talonné par une autre 205, celle de Thierry Dard. Quant à la classe 1, c'est l'affaire de Quinonero, qui précède de 4 minutes Massé, retardé par des problèmes de boîte de vitesse. Il possède cependant une bonne marge de manœuvre sur le troisième Dupuis. Parti en tête de Valence, François Delecourt accentue son avance dans cette deuxième étape. Mais son rival le plus direct n'est plus Carlos Sainz, mais le quadruple champion du monde, Joachim Kühnen. Dans ces conditions très humides, François Delecourt enlève 5 des 6 épreuves spéciales de la journée. Il rentre à Gap avec un bonus de 44 secondes sur le Finlandais Kankkunen. Le pilote Toyota, troisième le matin, regagne une place au détriment de Carlos Sainz dès la deuxième épreuve spéciale de la journée et se montre plus assidu derrière François Delecourt. S'imposant même dans la dernière épreuve spéciale, Joachim Kühnen n'a absolument pas perdu l'espoir d'enlever ce Monte-Carlo qui manque à son palmarès. On attendait un peu mieux de la part de Carlos Sainz qui ne semble pas en mesure de revenir sur la tête du rallye. Il est ce soir troisième à 2,06 du leader. Mickey Biasion conserve sa quatrième place à l'arrivée à Gap, mais il concède une minute supplémentaire sur François Delecourt. La Ford de l'Italien est affectée de problèmes de différentiel qui semblent assez graves pour inquiéter le pilote pour la suite de ce rallye. Malgré ce tête-à-queue dans Saint-Jean-en-Royan, le troisième pilote Ford se montrait parfaitement satisfait et on le comprend. Bruno Thierry, pour son premier rallye au volant d'une grosse auto, finit cette deuxième étape avec tout de même à la clé une 5e place au classement provisoire. Du côté de chez Mitsubishi, la satisfaction est assez mitigée. Malgré la remontée d'Armin Schwartz, la 6e position de Kenneth Eriksson ne reflète pas le travail effectué durant l'hiver par l'équipe nippone. En revanche, tout va bien chez Renault.
Les deux pilotes se régalent visiblement au volant de leur Clio. Oreille, en tête au départ, se faisait déposséder de sa position par Jean Ragnotti après la spéciale de Pont-en-Royan, pour seulement 4 petites secondes. Mais il reprenait son bien dans la Chartreuse, et avant la dernière épreuve spéciale, Jeannot modifiait légèrement les réglages de sa voiture, et il faisait peuter un chrono, repassant devant son ami Alain Oreille pour 14 petites secondes. Armin Schwarz, à la recherche du temps perdu, multiplie les exploits, mais aussi les erreurs. Le bouillant pilote allemand continue sa remontée. Il est ce soir 9e à 18 minutes du leader. Tout aussi étonnant, le jeune Colin McRae. Il a réalisé de nouvelles prouesses entre Valence et Gap. Aujourd'hui, il aura tout de même remonté une bonne centaine de places au classement. En groupe N, Pierre-Manuel Jeannot, pourtant largement détaché, n'a pas ménagé sa peine aujourd'hui. Il signe tous les meilleurs temps, sauf un, celui de Saint-Barthélemy-du-Bois, recouvert d'un épais brouillard, où Jésus Puras, il reprend en 32 secondes d'un coup, mais au bilan final, l'Espagnol est toujours à plus de 3 minutes. L'Ardéchois Jean-Paul Aimé out dans la Chartreuse, c'est Franck Phillips qui assure le relais pour le gain de la 3e place. En N3, Eddy Mercier est en train d'accomplir un véritable petit exploit. Il a grappillé encore 4 places au classement général. Il est maintenant 16e, avec la bagatelle de 10 minutes d'avance sur la ZX de Pelleret, suivi par Billonret et sa Clio. Domination également de Grimaud et son Honda Civic dans la classe 2. Son second, Autran, est presque à 10 minutes. Changement de décor pour la 3e place. Thierry Dard part sur le toit dans Prabert et laisse la voie libre à Gérard Iselin. Dans la petite classe, Quinonero n'en finit plus d'épater son monde. La 106 Rallye qui les traîne pour le compte de Peugeot réalise des prodiges. Le Breton Massé et son AX sont déjà bien loin et la 205 Rallye de Dupuis encore plus. Au volant de la Clio Williams avec laquelle Alain Oreille a gagné le rallye du Liban, Dumas se positionne au 3e rang en 2 litres Groupe A, derrière les inaccessibles Clio Williams. En classe 5 du Groupe A, on retrouve les méritantes Skoda de Sibera et Berger, titillées aujourd'hui par la X de Fournier, mais beaucoup trop retardées pour pouvoir inquiéter les pilotes tchèques.
fois dans la souche pour un petit problème de pompe à essence. Et on a perdu au bas mot 20 ou 25 minutes dans la souche. On a sorti la voiture et on a pris 19 minutes au CH de Burzet pour le temps de trouver la panne et de réparer. Un petit mot dans le classement promotion, où c'est une affaire entre Italiens, puisque Gregis devance l'ex-pilote officiel Lancia, Verini. Au challenge Pirelli, le Marseillais Richard Froh a dû céder du terrain, mais il reste second derrière Dongues, qui s'est emparé du commandement malgré ce tête à queue. Séquence émotion frisson, laissons à Xavier Ducastel le soin d'ouvrir le bal. On pensait la course jouée hier soir à Gap. Il restait cependant 4 épreuves pour en finir avec cette étape commune, dont la spéciale 6 Torontoir, qui a souvent joué bien des tours aux pilotes. En slick retaillé, Macré signe son premier scratch au Monte-Carlo devant son équipier Carlos Sainz, qui a lui aussi fait le bon choix de pneus. Monsieur Foulon, directeur Pirelli France, se frotte les mains de ce super coup d'éclat. Doublé également pour l'équipe Mitsubishi, Armin Schwartz et Kenneth Eriksson prennent respectivement la 3e et 4e place. Eriksson fait la bonne opération et il revient à moins de 20 secondes sur la Ford du Belge Thierry. Parti en clou, François Delecourt perd 1 minute 03 sur l'Écossais Macré, mais il rentre à Monaco avec plus d'1 minute et demie d'avance. Il peut envisager la dernière nuit avec une certaine sérénité, mais aussi de l'angoisse.
Parti également en clou, Juha Kankkunen n'a pas su tirer profit de cette petite bévue. Il perd 13 nouvelles petites secondes sur le pilote français, mais il conserve cependant sa deuxième place. Le plus gros bouleversement de ce mercredi matin, c'est l'abandon d'Alain Oreille, qui est sorti de la route, mais le mauvais sort n'en restera pas là, et c'est au tour de Jean Ragnotti de sortir. Heureusement, Jeannot réussit à s'extraire de la voiture de la spéciale, mais il dégringole au classement général. En revanche, aucun bouleversement en groupe N, où la suprématie de Jeannot est indiscutable. À ce stade de la course, la plupart des pilotes visent surtout la ligne d'arrivée et peu de changements interviennent dans le classement. Le seul objectif, être dans les 100 premiers pour participer à la dernière nuit merveilleuse. Bon Max, tout ça bien?
C'est quel shit là? Wherever you go, you shine. You need to know to shine. Anything you want to be. Cause you give me hope when you shine. I remember times that you would help me out. You would always be there for me when my heart was filled with... Ce fut une très très longue nuit pour François Delecourt et Daniel Grattalou. Il y avait tant de mauvais souvenirs à exorciser. Mais au bout de leur angoisse, la victoire était là. Et le soleil se leva sur Monaco avec une mer calme et apaisée. François Delecourt devait lui aussi être quelque part dans sa tête apaisée. La tension se relâchait peu à peu. Son rêve de gosse était devenu réalité. François Delecourt et Daniel Grattalou qui bonsoir a dû terminer le film. Et allez, on est parti pour la victoire contre Parisien. Mais je l'ai quand même dominé à ma manière, en le gérant à ma manière. Et ce qui est important, c'est la première place finale. C'est la réalisation d'un rêve, François? Ah, complètement, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je suis allé en autostop voir le Rallye Monte Carlo, le San Remo, le Rat. Aujourd'hui, à cette époque-là, j'ai rêvé face à des Nicolas, des Waldegard, des Darniche. Et aujourd'hui, je me retrouve dans la peau de ces gens-là, donc vainqueur d'un Monte Carlo. C'est vrai que c'est un grand moment. Hier soir, tu me disais, ce qui me ferait du bien dans cet après-midi de repos, ce serait la présence de ma fille, la voir un petit peu et détendre avec elle. Est-ce que tu y as pensé au moment? Oui, j'y ai pensé de temps en temps au volant. Peut-être pas en spécial, mais j'y pensais beaucoup. Parce que c'est sincèrement un équilibre. Ça, c'est la vie, c'est tout à fait naturel. Donc elle m'apporte énormément. Anything you want to be, be. 'Cause you give me hope to shine. Kankkunen monte sur la deuxième marche du podium, mais il devra patienter encore 1 an pour faire une nouvelle tentative et démontrer qu'il peut lui aussi remporter ce Monte Carlo. Qui a gagné beaucoup de victoires. L'Espagnol Carlos Sainz peut être satisfait de sa prestation. Au volant de la Subaru, il sanctionne une 3e place. Attaqué la dernière nuit et le temps que tu as réalisé en Turini, dans ta tête, tu as pensé peut-être que tu pouvais aller chercher François Delecourt ou Joachim Kankkunen? Non, parce qu'après, avec l'asphalte sec, c'était pas possible. Alors, j'ai décidé de confirmer la 3e place. Tu as prouvé dans Turini tout le potentiel à exploiter en 1995 sur cette Subaru? Oui, dans les Turini, les conditions étaient difficiles avec un peu de glace. Et ça y est, mais après, dans la couillole, il faut, avec l'asphalte sec, j'ai perdu de temps, mais après, il y a encore que de faire quelque chose pour rouler 100%.
En retrait par rapport à son glorieux équipier, l'Italien Miki Biasion termine 4e. Course en demi-teinte pour Kenneth Eriksson, qui cependant se sort très bien de la dernière nuit, regagnant une place au détriment du Belge Thierry pour 1 seconde seulement. Rallye Monte-Carlo avec cette fois une Ford, le contrat est rempli? Oui, bien sûr, le contrat est rempli puisque la voiture est intacte. En plus, bon, on est 6e en général. Moi, personnellement, je suis un petit peu déçu puisque nous avons été pendant tout le rallye 5e. J'ai fait quand même, mais je n'en ai qu'à en vouloir qu'à moi puisque j'ai fait quelques petites erreurs au niveau du choix de pneus. Enfin bon, surtout cette nuit dans Turini, là j'ai fait un très mauvais choix de pneus bien sûr. Et puis tête à queue qui m'a coûté 20 secondes dans Sisteron. Donc ça fait déjà d'office 40 secondes de perdu. Donc c'est pas nécessairement dans la dernière spéciale que je perds ma 5e place. Le vrai potentiel de la Mitsubishi est démontré par l'Allemand Armin Schwarz. Hélas, ponctué une nouvelle fois par une faute qui le retarda beaucoup, maudit Burzet. Superbe 8e place du vainqueur du groupe N, Pierre-Manuel Genot, auteur d'une course absolument exemplaire. Oui, le moins qu'on puisse avoir, c'est le sourire quand même. On a gagné, en plus, bon, j'estime qu'on a gagné d'une façon probante, puisqu'on a été en tête de la première à la dernière spéciale. Et bon, ça fait plaisir de remporter une victoire comme ça. L'Espagnol Jesus Puras prend la 2e place du groupe N. Macré termine son premier Monte-Carlo à la 10e place. Dommage, cette erreur en début de parcours. Le classement promotion est remporté par l'Italien Verini, suivi par le monégasque Phillips, qui monte également sur la 3e marche du podium en groupe N. Jean Ragnotti doit se consoler de ses déboires avec la victoire en classe 6, assortie d'une 13e place au classement général. L'Allemande Isolde Holderried remporte la Coupe des Dames. 17e au général, l'équipage Mercier-Verret gagne la classe 3 du groupe N. Victoire en A5 pour le Tchèque Sibera avec une 20e place au général. 26e au général, l'équipage Bonfils Perret empoche le challenge Pirelli. Grimaud conclut un parcours sans faute par la victoire dans la classe 2 du groupe N, assortie d'une 30e place au général. Quant à Quinonero, il enlève la victoire dans la classe 1 et finit 31e au général.